quand on vient de milieu modeste, souvent, on a une sorte de barrière mentale. On n'arrive pas à casser le plafond de verre parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire beaucoup plus gros. Mais n'oubliez pas, on apprend toujours par référence. Fréquentez des gens qui ont passé ces barrières-là. Alors, sur les questions d'argent, d'abord, il faut comprendre qu'en fait, l'argent dans une boîte, c'est omniprésent à tous les stades. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est l'élément objectif de valeur que vos clients vont vous donner, c'est vos revenus. L'argent, c'est l'élément objectivable de valeur qui va être vos coûts. Et l'argent, c'est qui va vous manquer ou que vous allez gagner, c'est votre résultat. Si vous gagnez moins d'argent que vous en dépensez, vous avez besoin d'aller chercher de l'argent qui est celui des investisseurs, quelle que soit la forme d'investissement, que ce soit un investisseur, un business angel, un fonds, une banque, une subvention, etc. Mais vous avez besoin de financer ce manque. Et si vous gagnez plus que ce que vous dépensez, vous avez une question fondamentale de qu'est-ce que vous faites de cet excès ? Est-ce que vous le distribuez et vous kiffez ? Ou est-ce que vous le réinvestissez pour en avoir encore plus ? L'argent, c'est quelque chose de vivant. Le problème numéro 1 que les entrepreneurs ont avec l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas la part irrationnelle qu'il y a dans l'argent. Et l'irrationnel, elle est à tous les stades avec l'argent. Les gens me demandent, c'est quoi le bon pricing ? Le bon pricing, c'est le pricing auquel vous croyez. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de demander pour la même chose 10 fois plus, et ils le font 10 fois mieux, que vous qui allez faire 10 fois mieux en qualité, et vous n'allez pas réussir à facturer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on en est vraiment dans la croyance personnelle. C'est quoi la valo d'une boîte ? C'est la valo que vous êtes capable de demander. C'est quoi le salaire que vous devez payer quelqu'un ? C'est le salaire où vous êtes confortable de payer quelqu'un. Le problème, c'est que tout le monde essaie d'objectiver quelque chose qui est profondément irrationnel, profondément animal, profondément hormonal. Alors, l'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Moi, les entrepreneurs qui viennent à The Family, je les classe toujours en 2 catégories. Ceux qui savent ce qu'est l'argent et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent. Ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent, ils ont toujours beaucoup plus de problèmes que les autres. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème avec l'argent, tout le monde aura un problème avec vous. Vous ne pouvez pas, si fondamentalement vous pensez que l'argent n'est pas important, les investisseurs le sentiront. Si fondamentalement vous pensez que vous n'avez pas besoin d'argent pour être heureux, tout le monde le sentira. Si fondamentalement ce qui est important pour vous c'est autre chose que l'argent, les gens vous le feront payer. C'est pour ça que les gens qui ont une passion de l'argent, en général font des bons entrepreneurs. Parce que leur vie est simple. Ils ont une dopamine qui se résume à quelque chose de fondamental. Je gagne de l'argent, ma dopamine monte. Je perds de l'argent, ma dopamine baisse. Et donc, ils ont un truc sur lequel ils peuvent optimiser, itérer et refaire. Problème, l'argent, c'est une dopamine qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que je n'ai jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent apporte, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné, même quand j'en gagne beaucoup. Je vous dédicace à mon banquier d'amour. Tout ceci est pour toi. Moi, j'ai des banquiers qui ont fini en dépression avec moi. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'argent est un outil, mais au moins, je sais que c'est un outil. C'est le minimum que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur. Et il faut faire très attention à vos croyances personnelles. Vos croyances personnelles ont un impact sur votre façon de bouger, sur votre façon de pitcher, sur votre façon de convaincre les gens. Alors, décomposons et commençons par le truc le plus fondamental qui est le pricing et le chiffre d'affaires. Il n'existe pas de prix objectivable en dehors de l'offre et de la demande. Vous avez d'un côté l'offre, vous avez d'un autre côté la demande. Les gens pensent que les pricing sont drivés par la demande. C'est vrai et faux à la fois. Évidemment qu'il existe des phénomènes de pricing naturel lorsque la demande dépasse de loin l'offre. Si vous êtes dans un domaine où quelqu'un a besoin d'acheter quelque chose
et qu'il n'y a pas suffisamment de choses, c'est la demande qui va driver les prix vers le haut. Ça, c'est les cas rêvés pour un entrepreneur, parce que même si vous êtes mal à l'aise avec l'argent, vous allez vous-même avoir une compétition des gens qui ont besoin d'acheter votre service. Imaginons que vous êtes, c'est très souvent le cas ça, avec les métiers créatifs. Vous êtes un designer d'exception, ok ? Vous ne savez pas ce qu'est l'argent et vous vous facturez 100 € la journée. Et déjà, 100 €, vous êtes super mal à l'aise quand vous faites ça. Par exemple, ma femme, tiens, c'est un très bon exemple de ça. Ma femme, elle est médecin. Son fantasme secret, elle me tuerait si elle savait que je dis ça sur une vidéo. Mais elle ne les regarde pas, donc c'est bon. Son fantasme secret, c'est de pouvoir donner de l'argent à la fin de la consultation à son patient. Si elle peut lui faire un petit chèque après l'ordonnance, alors là, à mon avis, c'est orgasme, immédiat. C'est un truc genre, putain, génial. Demander de l'argent, il faut voir ma femme demander de l'argent à un patient pour savoir pourquoi aucun patient paye ma femme. C'est-à-dire, en plus, les gens sont fabuleux parce que, par exemple, un jour, j'ai envoyé un mec que je sais être très riche. Au moment où elle devait lui demander les 180 € de la consultation, parce que c'est quand même une spécialiste mondialement reconnue, le mec dit « Ah ouais, en ce moment, il y a les vacances, c'est dur, machin. » tu vois. Et ma femme lui dit « Écoute, oublie. Le mec travaille dans le CAC 40 et gagne 700 000 € par an. Hein. Et il est dans le top 3 d'une boîte du CAC 40. Et il s'est dit, écoute, 180 balles gagnées, c'est 180 balles gagnées. Hein. Et en plus, le mec, il me dit, tu sais, il faudrait que tu coaches ta femme. Espèce d'enfoiré. Bon, vous êtes comme ça. Mais en fait, ces gens-là, ils ont la chance, c'est qu'ils sont toujours sauvés par la demande. Pourquoi ? Parce que le nombre de patients que ma femme peut voir dans une journée est limité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, elle voit tellement de gens qu'il n'y a pas de place pour les gens plus riches qui veulent la voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il surbide. Et c'est comme ça que ma femme a fini par être payée des dizaines de milliers d'euros pour aller voir une princesse au Bristol à 2 h du matin en urgence. Et elle était fatiguée, elle n'avait pas envie d'y aller. Et ils lui ont dit, si vous venez dans l'heure, on vous donne 12 000 €. Donc la même consultation est passée de 180 à 12 000 €. Pourquoi ? Parce que la demande peut être tellement excessive et que l'offre, vous êtes designer, vous faites un site par jour, vous êtes payé 100 balles. Et il y a un mec qui veut absolument un site maintenant. Il vous dit, OK, ce sera 5 000. D'un seul coup, votre pricing a changé. Et ce qui est fabuleux sur ces gens-là, c'est quand ils se font payer ce prix-là un jour, après, ils veulent toujours ne se faire payer que ce prix-là. Ça, en général, c'est les pires. Parce qu'une fois, c'est un peu comme les tigres qui ont goûté la chair humaine. Après, ils viennent des timbrés. Bon, malheureusement, ma femme n'a pas assez goûté le tigre. Elle est repartie dans ses consultations gratuites. Mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que la demande n'est pas la seule chose qui drive l'offre. Prenons un autre exemple. Les diamants. Pourquoi les diamants, c'est cher ? Haha. Qui pense que les diamants sont rares ? Levez la main. Allez, soyez honnête. Attendez, tout le monde pense que les diamants sont rares. Vous faites genre, OK, c'est quoi la production mondiale de diamants ? Ouais, t'as pas levé la main. Évidemment que tout le monde pense que le diamant est rare. En fait, le diamant est une arnaque. Le diamant est possédé par une famille. 80% de la production du diamant est possédée par une famille belge qui a fait travailler l'agence McCain dans les années 20, 30, et qui est arrivé avec ce slogan publicitaire qui a été élu meilleur slogan publicitaire de la décennie, Diamonds are forever. OK ? Quand vous pensez diamant, vous pensez rêve, vous pensez luxe, vous pensez classe, vous pensez femme. N'importe quel Américain pense que quand il se fiance, il doit offrir un solitaire. Breakfast at Tiffany, ça a été financé par qui, ce film ? Par cette famille. Et en fait, cette famille, depuis les années 30, a fait 2 choses. 1, les diamants sont en excess of production. Il faut savoir que le prix réel d'offre de diamants devrait être 200 fois inférieur à ce qu'il est. Mais comme ils ont 100% de l'approvisionnement et que les 20% qui ne maîtrisent pas, ils ont des accords avec ces gens-là aussi, ils ont cornerisé le marché du diamant. Ils produisent beaucoup plus de diamants tous les ans qu'ils n'en vendent,
Et ils ont créé tout un imaginaire autour du diamant rare, précieux, beau. Il y a un article Bloomberg magnifique de 17 pages qui raconte l'histoire du diamant. Tapez Diamant Bloomberg Family Diamond Forever dans Google, vous tomberez sur cet article. C'est extraordinaire cette histoire parce que ça montre qu'un prix peut être drivé par l'offre. Donc, le prix n'est pas forcément quelque chose d'objectivable. Le prix peut être un storytelling que vous créez parce que vous créez un imaginaire autour de votre prix. Donc l'offre, elle est en excès, mais vous créez un imaginaire qui donne le sentiment, soit en féquant la rareté, en féquant la demande, soit en créant la demande. Et en fait, les dynamiques offre-demande sont des dynamiques beaucoup plus complexes que objectivables. On peut avoir de la demande pour des choses qui sont en offre illimitée. Un sac Louis Vuitton, il est en plastique. Pourtant, la demande, elle est pour un imaginaire, un savoir-faire qui est complètement décorrélé du coût de matière première. Le coût de matière première d'un sac Louis Vuitton s'est écroulé en 20 ans. Le prix, lui, a explosé. Même chose pour un iPhone. Regardez le prix d'un iPhone. Chaque nouvel iPhone est plus cher que le précédent. Est-ce que les composants sont plus chers que le précédent? Absolument pas, ils le sont de moins en moins. Apple gagne de plus en plus d'argent parce qu'ils ont créé une histoire et ils ont créé une croyance et ils ont créé une appartenance. Donc l'argent, c'est un signal. Alors en économie, un signal, ça veut dire que c'est une information qui est donnée entre des parties qui échangent cette information. Le signal, c'est que quand quelque chose est cher, on envoie le signal qu'il est de bonne qualité. Et il faut différencier deux choses, la valeur perçue et la valeur réelle, la qualité perçue et la qualité réelle. Idéalement, vous faites quelque chose de haute qualité réelle qui est vendu à un prix haut. Mais ça, c'est le niveau zéro du pricing. Le niveau ésotérique du pricing, c'est vous vendez quelque chose de cher, quelque chose qui ne coûte pas cher. Et encore une fois, c'est du levier, ça, c'est du leverage. Alors, problème numéro 1 de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne se font pas confiance, ils ont peur, ils pensent que ce n'est pas de la qualité, et deuxièmement, ils pensent que les phénomènes sont sont statiques, alors qu'en fait, ils sont dynamiques. Je m'explique. L'un des pires conseils qu'on donne aux entrepreneurs, c'est que c'est plus facile de baisser un prix que de le monter. Vous l'avez déjà entendu cette phrase ? C'est une phrase que tous les blaireaux qui n'ont jamais fait une boîte dans leur vie disent quand ils veulent donner un conseil à un mec qui essaye. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux prépubères qui donnent des conseils aux puceaux. Ça ne marche pas en fait. Ils sont biologiquement inaptes à comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se placent du point de vue que seuls eux connaissent, qui est du point de vue du consommateur. Donc ils se disent, moi consommateur, je préfère quand un prix baisse que quand un prix monte. Donc, c'est plus simple de baisser les prix que les monter. Haha. En fait, non. C'est beaucoup plus compliqué de baisser un prix que de le monter. Pourquoi? Parce que quand vous baissez un prix, il se passe quelque chose de magique dans votre boîte. La boîte est toujours construite sur son taux de marge. Retenez cette règle de base. Quand vous avez un taux de marge élevé, vous avez des dépenses élevées. Quand vous avez un taux de marge élevé, les salaires sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, les loyers sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, vous êtes dans les beaux quartiers. Quand vous êtes un hardcore discount qui gagne quelques centimes par produit, eh ben vous comptez les crayons et les tables. Amazon, il travaille sur des portes dans les bureaux parce que les portes, ça coûte moins cher que les bureaux. C'est juste pour rappeler à chaque employé que chaque centime compte. Si vous arrivez le premier jour chez Amazon et qu'on vous fait bosser sur une porte, quelle est la première question que vous posez? C'est pourquoi je bosse sur une porte? Et là, votre collègue, il vous dit, ouais, c'est parce que Jeff, il a découvert qu'acheter des portes en faillite, ça coûtait moins cher qu'acheter des bureaux en faillite. Donc, on met les portes sur des tréteaux. Qu'est-ce que vous comprenez instantanément? Qu'il va falloir faire gaffe au pognon. Qu'il va falloir faire très, très gaffe au pognon. Pourquoi? Parce que pas de marge. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de marge et que vous montez les prix? Vous créez de la marge, vous créez du bénéfice. Or, si l'offre, elle est bonne et que la demande, elle est forte, monter un prix, c'est très facile. Si vous vous mispricez et que quelqu'un vient vous dire double tes prix et que vous doublez les prix et que vous gagnez 2 fois plus d'argent, votre structure de coût, elle reste la même.
Alors que maintenant, réfléchissons à qu'est-ce qui se passe quand on baisse un prix. Quand on baisse un prix, on réduit sa marge. Et quand on réduit sa marge, on réduit ses bénéfices. Et comme toute la structure a été créée sur un bénéfice plus élevé, il faut baisser les salaires, il faut virer des gens, il faut restructurer la boîte et il faut faire des choses qui ne font plaisir à personne. Quand vous montez les prix et que ça marche, vous pouvez faire plaisir à tout le monde. Quand vous baissez les prix et que ça marche, il faut vous mettre tout le monde sur le dos dans votre boîte. C'est pour ça que baisser un prix est beaucoup plus dur que le monter. Donc, sur les questions d'argent vis-à-vis du pricing, la question fondamentale que vous devez avoir en tête, c'est à combien je dois vendre pour survivre et être évident. Commencez par l'évidence. Commencez toujours par une approche qui est une approche des coûts. Combien ça me coûte, combien je dois gagner. Faites des ratios simples du genre, j'ai besoin de gagner 3 fois ce que ça me coûte ou 4 fois ce que ça me coûte parce que je vais dépenser un quart en salarié, un quart en frais, un quart en bénéfices et un quart en machin. Faites des choses évidentes qui vous permettront, quand vous aurez les discussions de pourquoi quelque chose coûte le prix que ça coûte, vous pourrez simplement le justifier en une phrase. Parce que c'est impossible d'avoir suffisamment confiance au début, à moins que ce soit votre deuxième ou troisième boîte. C'est pour ça que les serial entrepreneurs ont sur ces sujets-là un avantage comparatif incroyable sur les first-time entrepreneurs. Mais si vous êtes first-time entrepreneur, prenez le sujet le plus simplement possible. N'essayez pas d'optimiser. Et quand on vous dit qu'on aurait pu payer plus, eh ben, c'est pas grave, dites-vous que c'est le coût de votre apprentissage. Vous tomberez toujours sur des conseillers qui vous disent « Oui, mais ce que tu fais, ça a plus de valeur, monte tes prix, machin, blabla ». Faites-le que quand vous maîtrisez votre offre. Faites-le que quand votre product market fit, il est clair. Faites-le quand vous êtes en phase de croissance. Et là, par contre, faites-vous plaisir. Faites du prix au hasard. Multipliez par 2 et voyez ce qui se passe. Multipliez par 4 et voyez ce qui se passe. Vous êtes en croissance. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Les gens réagissent violemment, vous reculez. Personne ne va vous en vouloir. Faites des tests. Et un autre truc qui est très marrant sur le pricing, c'est qu'un pricing, ça se teste dynamiquement dans le temps. Il ne faut pas hésiter à vendre à plusieurs prix, à plusieurs personnes, comprendre sa segmentation client, comprendre que des gens ne sont pas prêts à payer ce prix-là, c'est donc que ce n'est peut-être pas des gens intéressants, et comprenez à vous focaliser. Mais ça, vous le ferez que dans une phase 2, une fois que vous aurez compris la norme de votre prix. Et c'est la différence entre le prix par valeur, où en fait le prix dépend de la valeur que vous offrez, et le prix par what the fuck, qui est simplement complètement décorrélé et qui est simplement le prix auquel vous croyez. Mais très important, quoi que vous fassiez sur le pricing, répétez-vous devant la glace cette phrase hyper importante, je vaux plus que ce que je facture. Si vous n'avez pas fondamentalement cette croyance au fond de vous, vous n'allez jamais évoluer. Et je parle de croyance parce que c'est vraiment l'un des sujets où on dépend trop de son entourage. Alors, 2 problèmes. Les pauvres et ceux qui ont eu des parents pauvres. Alors, je vais vous dire un truc qui va être très choquant, mais vous avez un problème structurel, c'est que vous avez un référentiel sur l'argent qui a été mal construit par des gens qui n'en avaient pas. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? On n'a pas les bons référentiels en tête. Et quand on n'a pas les bons référentiels en tête, il faut se soigner. Donc, vivez au-dessus de vos moyens. Vivez au-dessus de vos moyens, c'est le meilleur moyen de se soigner de ce genre de problème. Pourquoi? Parce que ça vous donnera le goût de quelque chose qui vous paraissait avant inaccessible, frivole ou intolérable. Le problème que les gens ont quand ils viennent de milieux modestes, c'est qu'ils ont un rapport moral à l'argent, qui est « Ah, mais tu ne vas pas dépenser tant pour une chambre d'hôtel alors qu'on peut avoir moins cher. » Mais ce n'est pas le problème, en fait. Il n'y a pas de morale dans l'argent. Dieu merci que les gens qui ont de l'argent en dépensent de façon débile. Ça s'appelle l'économie. Si les biens de luxe et les biens précieux n'existaient pas, il n'y aurait pas de circulation de l'argent. L'argent, ça circule parce que quand un footballeur il gagne 100 millions d'euros, eh ben, il donne à ses maîtresses 20 millions en voiture et qu'en fait, bah oui, et donc ça fait vivre le mec qui vend les voitures, qui fait vivre le mec qui fabrique les voitures et qui fait vivre à peu près tous les commerçants chez qui ces mecs-là vont acheter des choses parce que cette voiture a été vendue. Donc n'ayez pas, il y a une espèce d'approche
assez malsaine qui est de dire que quand on a de l'argent, on a un devoir moral vis-à-vis de cet argent. L'étape numéro 1, quand on a de l'argent et qu'on ne sait pas ce qu'est l'argent, c'est de se calibrer. Vous verrez, quand vous aurez fait plein de trucs débiles, vous vous rendez compte que, en fait, ce n'est pas ce qui rend heureux. Mais ce n'est pas grave, ce sera une étape. À ce moment-là, on pourra réfléchir à ce problème-là. Mais passez déjà cette première étape. Si vous avez la chance de venir d'un milieu favorisé, vous avez le problème inverse. C'est que vous avez trop tendance à avoir une valeur trop précise de ce qu'est l'argent et vous avez tendance à vous surévaluer et donc de rater l'opportunité de vous sous-évaluer. C'est perdant dans les deux sens. Le bon côté, c'est que ce n'est pas perdant de la même façon. Quand vous êtes favorisé, vous avez tendance à ne pas trouver votre product market fit parce que vous n'êtes pas capable de faire du gratuit et vous n'êtes pas capable de descendre et de monter. Alors que quand on vient de milieu modeste, souvent on a une sorte de barrière mentale, on n'arrive pas à casser le plafond de verre parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire beaucoup plus gros. Mais n'oubliez pas, on apprend toujours par référence. On apprend toujours par ce qu'on voit autour de nous. Fréquenter des gens qui ont passé ces barrières-là. Aller dans des milieux, une des grandes valeurs de The Family et de ce qu'on fait à The Family, c'est de mettre des gens très différents au même endroit pour que leurs différences culturelles s'annihilent. Parce que d'un seul coup, les gens se disent « Ouais, d'accord, en fait, si ce type-là a fait ça… » Je me souviendrai toute ma vie de la première levée d'Algolia. Bon, ça fait 5 ans, c'est passé, je peux la raconter. On avait fait asseoir les fondateurs d'Algolia sur le fauteuil et on leur avait fait raconter leur histoire. Et c'est l'un des plus beaux moments de l'histoire de The Family. Parce que Algolia, c'était pas les mecs les plus show-off de The Family, on va dire ça gentiment comme ça. Et donc tout le monde se disait, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, ces mecs. Et ils avaient levé un super seed à l'époque avec un Dex, machin. Et tous les entrepreneurs qui étaient à la fête et qui les écoutaient se sont barrés à 20h. Et tous avec le même truc en me disant, écoute, Oussama, je suis désolé. Non, mais ça, je t'avoue, ça m'a un peu vénère. Si ces mecs-là, ils ont levé, pourquoi moi, j'ai pas levé? Et vous voyez, c'est ça le pouvoir de la référence. Le pouvoir de la référence, c'est que vous imaginez que les gens qui lèvent sont des gens qui n'existent pas. Le jour où vous les rencontrez, il se passe un truc magique. À une époque, on m'avait donné des étudiants à mentorer ZEP pour rentrer à Sciences Po. La première année que j'ai fait ça, j'ai été catastrophique. Mais catastrophique. D'ailleurs, je m'excuse sincèrement s'ils regardent cette vidéo, je m'excuse. Parce qu'en fait, au début, j'ai cru que le but du jeu, c'était de les préparer pédagogiquement. Donc, je faisais des programmes avec des exos hebdomadaires. Je leur disais, il faut faire tel truc, il faut apprendre telle référence, machin. Et en fait, les mecs, ils avaient la tête qui explosait. Ils arrivaient au concours. Ils étaient 10 fois plus stressés que la moyenne, 10 fois plus complexés que la moyenne. Ils se disaient, j'y arriverai pas. Le mec, il en sait 3 fois plus que moi. Et je passerai pas le concours. Bon, ok. Alors, d'abord, en plus, je l'ai pas passé le concours, donc en fait, j'en savais rien. Quelle idée d'avoir confié à ça. Et en fait, comprenez ma situation. Moi, on me donne un gamin de ZEP qui a 17 ans et qui veut passer le concours Sciences Po. Et moi, je crois que Sciences Po, c'est un truc où les gens, pour rentrer, ils doivent faire un certain nombre de choses, ils doivent connaître un certain nombre de références. Bon. Et en fait, c'est vrai et faux à la fois. L'année d'après, on m'a reconfié quelqu'un. Bon, ça a été tellement une catastrophe la première année. Je sais pas pourquoi on me les a confiés une deuxième année. Et il s'est passé un truc bizarre. C'est que la première séance, j'ai dû annuler parce que je devais aller boire un verre avec un ami qui fêtait un truc. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de travailler, de toute façon, je vais la stresser, je sais pas quoi, on va rompre la glace, elle va venir avec moi et elle va rencontrer ces gens-là et on va faire la fête. Et il s'avère que ce type a fait Sciences Po et que tous les gens à la fête, bah, 80% d'entre eux avaient fait Sciences Po. Donc elle vient à la fête, on boit des coups, on félicite le mec, il y a des machins, tout. Et puis on est sur le chemin du retour et elle me dit, mais les gens là, ils ont fait Sciences Po? Je lui dis, ouais, c'est bizarre, j'imaginais pas qu'ils ressemblaient à ça. Je dis, comment ça? Bah, ils sont sympas et simples. Je dis, bah ouais, c'est mes potes. Enfin, mes potes sont sympas et simples, en fait. Ah ouais. Mais ils n'ont pas l'air super impressionnants. Comment ça? Bah. Non, mais c'est pas pour te vexer, mais ils ont l'air normal. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Non, non, rien. Eh ben, elle a eu Sciences Po la main. Puis maintenant, elle est rentrée à l'ENA.
l'année dernière. Haut la main. Pourquoi? Pouvoir de la référence. Parce qu'une fois que vous avez cassé l'espèce de mythe que vous avez en tête, et ben tout se passe mieux. Et elle, quand je lui donnais des livres à lire, c'était beaucoup plus détente. Et pourtant, elle était moins brillante que celui de l'année d'avant. Le pauvre. Putain, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Euh, Et donc, vous voyez, dans la vie, il y a deux choses. Il y a le travail, et il faut toujours travailler dur. Mais il y a le contexte. Et le contexte, il ne faut pas se raconter des histoires qui vous posent problème. Or, l'argent, c'est l'une des histoires les plus complexes, traumatisantes, culpabilisantes, incompréhensibles qu'on raconte aux gens. Et l'argent, c'est un truc bizarre. C'est un catalyseur d'émotions, l'argent. Vous savez que la plupart des gagnants au loto finissent en dépression nerveuse. Le taux de suicide des gagnants du loto est bien supérieur à la norme nationale. Pour la plupart des gens gagnés au loto, c'est la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que rien dans leur vie ne les a préparés à ce moment-là. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes devant un VC et que vous demandez 5 millions d'euros en le regardant dans les yeux, si vous pouvez avoir le meilleur business du monde, si à ce moment-là, vous n'avez pas l'impression que vous les méritez, ces 5 millions, vous allez les respecter et en faire quelque chose de mieux, il ne vous les donnera jamais. Les gens sentent ce genre de choses. Je vous l'ai dit, c'est hormonal, c'est animal. Moi, quand un entrepreneur apply à The Family, je sais immédiatement sur quelle barre il se place vis-à-vis de ces questions-là. Et c'est un sujet de travail de fond de changer. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle, mais prenez ce sujet comme un sujet de « j'ai besoin d'avoir un rapport neutre à l'argent ». Alors, si vous êtes du genre fasciné par l'argent et que vous êtes dans le club de la dopamine, tant mieux. Par exemple, Xavier Niel, quand il est venu à The Family, il a dit « ma vie en tant que businessman, elle est très simple parce que j'aime l'argent. Donc, quand j'en gagne, je suis heureux. Quand j'en perds, je suis malheureux. J'ai pas de problème de est-ce que le sujet me passionne. Moi, je suis passionné par tout ce qui me fait gagner de l'argent. Mais c'est pour ça qu'il est milliardaire. C'est un rêve. Moi, je rêverais d'être comme ça. Je vous jure, ça simplifie tellement tout. Vous n'avez pas d'espèce de truc où vous avez des rapports complexes, vous voulez machin. Retenez cette règle. Les entrepreneurs ne peuvent pas le faire que pour l'argent, parce que l'argent, c'est neutre. Donc, il y a 1 milliard de façons de gagner de l'argent. Si vous vous dites « je veux faire de l'argent », le problème, c'est que vous allez être paralysé parce qu'il y a tellement de façons de gagner de l'argent que si vous n'avez aucune passion personnelle, vous ne saurez pas comment gagner de l'argent. Maintenant, s'il n'y avait pas d'argent, il y a peu d'entrepreneurs qui le feraient. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'aussi dur et pas avoir une mesure objectivable sur laquelle on peut se comparer avec ses copains et dire « ah, moi j'ai le truc, machin ». Et d'ailleurs, pourquoi on a un problème de honte avec l'argent? Un des trucs que nous, on casse à The Family, c'est combien les gens ont gagné en vendant leur boîte. Les gens ne veulent pas dire ça en France. Nous, on le dit. On le dit à tous les entrepreneurs. Et une fois que c'est outé, ils n'ont plus le choix, en fait. Ils sont dans le classement et ils savent qu'ils ont fait mieux ou moins bien que tel mec et ils ont la rage de vouloir faire mieux la prochaine fois. Mais c'est important. Si vous gardez ça confidentiel, et notamment, un des gros problèmes qu'on a en France, c'est les gens qui ne gagnent pas d'argent et dont le storytelling, c'est « j'ai vendu ma boîte », en fait, ça reste des clochards. Donc tout le monde pense qu'ils ont de l'argent alors qu'ils n'en ont pas. Et il n'y a rien de pire dans la vie que les gens pensent que vous avez de l'argent alors que vous n'en avez pas. Ça, c'est perdant-perdant. Vous avez toutes les emmerdes que les gens pensent que vous avez de l'argent et vous n'avez aucun des bénéfices d'en avoir. Et ça aussi, il faut le casser. Alors évidemment que c'est important pour le storytelling dehors, mais dedans, il faut le casser et vous devez créer un groupe d'amis, vous devez créer un groupe de gens. C'est pour ça que les clubs professionnels, c'est pour ça que les choses comme l'APM, par exemple, en province, où les patrons de PME se rencontrent et parlent à cœur ouvert de leurs problèmes, ça a tellement d'importance. Les alcooliques anonymes ont tout compris. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui demande des efforts personnels quasi ésotériques et ne pas le faire en ayant un support des autres, en ayant un support de gens qui vivent la même chose que vous et en ayant quelque chose qui vous drive. Alors, l'argent, ça prend plein de dimensions et ça a une autre dimension, c'est celle des coûts et la façon dont vous dépensez l'argent. Alors, là encore une fois, il y a deux types de gens.
il y a les radins et les autres. Bon, les radins, ils ont un avantage de court terme et ils ont un désavantage de long terme. L'avantage de court terme, c'est qu'ils ont plus de chances de survivre. Quand vous créez une boîte, 1 euro, c'est 1 euro. Parce qu'en fait, 7 euros, vous ne savez pas si ce n'est pas l'euro qui va vous tuer, qui va vous manquer. Imaginez que toute boîte, un jour, a été dans une situation où elle n'avait plus que 3 mois de cash. Si l'entrepreneur avait été radin, peut-être que ce n'est pas 3 mois de cash qu'elle aurait, mais 6 mois de cash. OK ? Donc ça, c'est l'avantage comparatif des radins. Classez-vous très honnêtement, est-ce que vous êtes radin ou pas ? Si vous êtes radin, voilà le manuel. Votre avantage de court terme, c'est face à long terme. Pourquoi ? Parce que ce que vous gagnez à économiser au début, vous le perdez à voir qu'en fait, le but du jeu, ce n'est pas de réduire les coûts, le but du jeu, c'est d'augmenter les revenus. Vous avez 2 façons de gagner de l'argent dans la vie. Soit vous dépensez moins, soit vous gagnez plus. Idéalement, vous dépensez moins et vous gagnez plus. Problème, c'est que quand vous dépensez moins et que vous gagnez beaucoup, il se passe toujours une rupture de justice sociale. Si vous payez les gens comme des chiens et que vous ne gagnez pas d'argent, les gens peuvent accepter d'être payés comme des chiens parce qu'ils ont l'impression d'être sur le même bateau que vous. Le jour où vous êtes sur votre yacht, vous êtes milliardaire, mais les gens sont toujours payés comme des chiens, commence une lutte sociale qui détruit de la valeur. Parce que les gens ont l'impression que vous ne savez pas reconnaître leur valeur et leur contribution. C'est pour ça que l'un des plus grands problèmes, c'est de partager la valeur. Or, quand vous êtes radin, partager la valeur, ça vous rend malade. Donc, il faut l'objectiver. Nous, on aide tous les radins de The Family à objectiver l'argent qu'ils donnent autour d'eux et ce qui paye les autres. Pour le coup, la meilleure façon d'objectiver, c'est de regarder les gens qui font la même chose, comment ils font. Pourquoi ? Parce que même si je répète que benchmark is for losers, le seul domaine où le benchmark a une importance, c'est les domaines de rémunération. Pourquoi ? Parce que c'est le seul domaine où quelqu'un qui travaille chez vous pourrait travailler ailleurs. Les gens pensent toujours que les produits sont en concurrence parfaite. C'est faux. Parce que les produits, c'est très rare que quelqu'un réellement benchmark le marché, regarde tout ce qui existe, compare toutes les caractéristiques, etc. Il y a un tout petit pourcent de la population qui font ça. Mais la plupart des gens, ils achètent sur un coup de pulsion, c'est le coût du supermarché. Vous allez dans un supermarché, vous avez 200 marques de pâtes, vous prenez cette marque-là, parce que vous trouvez que le paquet il est plus joli que les autres. Personne ne va regarder les ingrédients, l'origine du blé, est-ce que ça a été dans un champ où il y avait à côté un champ qui avait un problème, regardez les coordonnées GPS du champ, etc. Donc, si vous n'êtes pas un timbré, vous allez avoir des achats pulsion. Par contre, quand vous êtes un salarié, le travail que vous faites dans une entreprise A, vous pourriez le faire dans une entreprise B. Et si l'entreprise B, pour le même travail, vous paye fondamentalement mieux et a les mêmes caractéristiques économiques, il n'y a pas de raison que les gens ne switchent pas s'ils n'ont pas l'opportunité de switcher. Ce qui peut créer un grave problème dans les boîtes de radins, c'est que comme ils n'arrivent pas à partager la valeur, ils finissent par une anti-sélection. Ils finissent par tous les gens qui ont été refusés dans toutes les autres boîtes du domaine. Pourquoi ? Parce que les seules personnes qui acceptent cette rémunération sont les gens qui n'ont pas pu avoir la rémunération plus élevée ailleurs. Et donc les gens ont l'impression qu'ils font une affaire parce qu'ils ont convaincu quelqu'un en le payant moins bien, mais la probabilité que cette personne soit la meilleure du marché est très faible. Parce que chaque salarié est dans un marché liquide lui-même en soi. Donc, si vous êtes radin et vous avez ce genre de problème avec l'argent, objectivez au maximum les rémunérations. Alors, il y a le problème inverse. Le problème inverse, c'est si vous avez été élevé libanais ou tous les équivalents. Bon. Alors, c'est des problèmes culturels très graves, ça. Par exemple, moi, quand j'étais petit et qu'on allait au restaurant, tout le monde autour de la table se battait jusqu'aux mains pour savoir qui allait payer l'addition pour tout le monde. En clair, aller au resto, c'est la ruine. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est le truc le plus débile du monde. Mais le problème, c'est que moi, maintenant, quand je vais au resto et que je vois les gens diviser l'addition, je me sens mal. Vous n'imaginez pas, vous savez, c'est un truc là où vous avez envie de dire. Donc moi, je fais des trucs du genre, je vais aux toilettes, je paye l'addition, je dis que c'est gratuit. Pendant tout mon lycée, je gagnais vachement bien ma vie. Je ramenais des caisses de champagne aux fêtes parce que j'en ai marre de boire de la pelure d'oignon. De la merde. Et je disais, c'est mon oncle qui me les a offerts. J'avais pas d'oncle. Donc, et je disais, mon oncle, il m'offre du champagne. Et on buvait du super champagne.
Parce que j'avais pas envie de dire qu'en fait c'était moi qui avais acheté le champagne seul. Je voulais pas que les gens se sentent mal à l'aise. Le problème de ça, c'est que c'est ruinant à long terme. Alors, faire ça dans votre vie perso, c'est une chose. Dans votre vie pro, vous pouvez pas être comme ça. Parce que si vous êtes comme ça dans votre vie pro, vous allez faire l'effet inverse. Vous allez attirer tous les gens qui ne sont attirés que par l'argent, qui ne valorisent pas l'effort et qui en fait sont là pour vous arnaquer. Alors, c'est plus dur d'objectiver parce que comme une objectivation, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le haut, on peut rarement le faire par le bas. Donc si vous êtes de ce côté-là, vous avez deux contraintes essentielles. Contrainte numéro 1, ne faites jamais un métier à faible marge. Jamais. N'essayez jamais d'aller concurrencer les Alsaciens, les Auvergnats ou les gens du Nord. Vous n'y arriverez pas. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'en fait, vous n'allez pas y arriver. Deuxième chose, faites une concentration absolue de l'ensemble de la boîte sur des milestones de revenus quasi impossibles. Moi, je ne peux pas exiger que les gens fassent attention à l'argent as the family. C'est pour ça qu'on est les seuls cons à acheter nos fruits au coin de la rue et avoir un budget fruits qui dépasse tout. Vous n'imaginez pas l'argent que cette boîte dépense en fruits. À chaque fois, à la fin de l'année, le comptable me fait une ligne en me disant voilà ce que vous avez dépensé en fruits, ce serait cool d'optimiser. Et tous les ans, je me dis ouais, on optimise, ouais. Et puis ta mère, on optimise. Donc non, ça n'arrivera pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire chier tout le monde dans l'équipe à gagner plus d'argent. Et à gagner des niveaux d'argent beaucoup plus élevés qu'ils pensent possible dans leur tête de gagner. Parce que vous savez, c'est un jeu à double tranchant. Soit vous gagnez de l'argent parce que vous en dépensez moins, soit vous gagnez de l'argent parce que vous en gagnez beaucoup plus. Et si vous arrivez à sortir du benchmark, de toute façon, à un moment, vous n'êtes pas débile, les coûts, eux, ne sortent pas du benchmark. C'est toujours asymptotique. Quand vous payez quelqu'un bien, il y a toujours un moment où même si vous le payez beaucoup mieux que le marché, et 100% des gens dans The Family sont mieux payés que ce qu'ils gagneraient ailleurs, je pense qu'on est les seules femmes de ménage à gagner 2 000 € par mois. D'accord ? Donc ça n'existe nulle part ailleurs, mais vous ne pouvez pas les payer 7 ou 8 000 € par mois. Vous voyez, c'est forcément asymptotique. Même si vous êtes complètement ahuri et que vous n'avez aucun sens des réalités, vous finirez toujours par atteindre un maxima qui est en fait finalement, combien ça gagne une femme de ménage normalement? Ça gagne le SMIC. Moi je trouve que c'est indécent que des gens qui viennent travailler dans un endroit où tout le monde est super bien payé gagnent le SMIC pour faire le ménage, alors que c'est la chose la plus importante. Donc ok, vous les payez 2 000 par mois, ça fait 800 € par mois de différence. 800 € par mois de différence, si dans une boîte comme The Family, vous n'êtes pas capable de produire cette valeur, changez de métier. Parce que ça veut dire en fait que vous ne savez pas ce que vous faites. Même chose quand les gens nous demandent mais c'est qui paye les dîners à The Family? Si un jour vous avez la chance d'être invité à un dîner The Family, vous comprendrez cette question. Mais en fait c'est pareil. Combien vous pouvez dépenser en alcool et en bouffe par an? Il y a un moment, c'est pas illimité. Par contre, l'argent que vous gagnez, lui, peut être illimité. Donc c'est une question de focus. Et encore une fois, c'est une question d'être très honnête vis-à-vis de qui on est. Vous ne pouvez pas jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre. Votre rôle numéro 1 en tant qu'entrepreneur, c'est de vous connaître vous-même pour savoir à quel jeu vous pouvez jouer. Et il y a des choses des jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer. Jamais de la vie, je vais aller faire une boîte où il faut que la compta soit disciplinée et faire attention aux marges. Je n'ose même pas imaginer la catastrophe. Parce que ça va profondément me faire chier. Parce que 100% de ma vie m'a amené à être qui je suis et je ne vais pas à un moment tout réécrire sous prétexte que j'ai envie de faire une boîte que quelqu'un d'autre pourrait faire 100 fois mieux de moi. Et ces histoires culturelles et tout, c'est réel. Y a des cultures qu'on apprend enfant et qui toute la vie donnent des avantages business. C'est comme ça. Vous êtes japonais, bah, vous êtes discipliné. Vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Et si vous ne l'êtes pas, bah, en fait, vous n'êtes plus japonais, vous êtes autre chose. Parce qu'en fait, la caractéristique d'être japonais, c'est d'être discipliné. Donc si vous avez envie d'être créatif et tout, bah, vous quittez le Japon en fait. 100% des japonais créatifs quittent le Japon, c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas faire autrement en fait. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à être celui que vous êtes, mais à un moment donné, vous devez choisir soit la rupture, soit la continuité. Et si vous choisissez la continuité, il faut comprendre que chacune de vos caractéristiques personnelles empêche un certain nombre de choix.
Et c'est pour ça que l'argent, c'est un sujet tellement inégalitaire. Inégalitaire parce que la différence entre un entrepreneur qui est à l'aise avec les questions d'argent et un entrepreneur qui ne l'est pas change de tout au tout. Je le vois par exemple dans une de nos meilleures boîtes qui s'appelle Comet. Comet, c'est un vendeur d'exception. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il vend son produit, il le vend plus cher que la fois d'avant. Imaginez l'impact sur sa boîte. Pourquoi? Parce qu'il a ce truc. Kimono, c'est un autre exemple. Kimono a des prix beaucoup plus chers que la concurrence. Il ne baissera jamais ses prix parce qu'il croit profondément dans la qualité qu'il fait. Et il pense que la qualité qu'il produit est une qualité réelle. Et ça, c'est une croyance. Si vous, en tant que patron, vous n'y croyez pas, si ce n'est pas au fond de vos tripes que vous êtes persuadé que vous faites de la meilleure qualité, ben vos salariés n'y croiront pas. Et si vos salariés n'y croient pas, le jour où ils ont un client qui se plaint en disant « j'ai trouvé moins cher ailleurs », et ben quand Kimono, on leur dit « j'ai trouvé moins cher ailleurs », ils disent ben, « vas-y ailleurs, vas-y, je te regarde. Tu reviendras en pleurant dans 3 mois. » Mais évidemment, 100% des gens ne reviennent pas. Mais c'est comme Apple. Est-ce que vous pensez qu'Apple ne vendrait pas beaucoup plus d'iPhone s'il les vendait 5 fois moins cher? Bien sûr que si, mais évidemment, mais vous êtes des malades. Combien de gens n'achètent pas d'iPhone parce qu'ils ne peuvent pas se l'offrir? Si vous avez le même iPhone 5 fois moins cher, ils en vendraient beaucoup plus. Mais ils n'en vendraient pas 10 fois plus. Ils en vendraient peut-être 2 fois plus, 3 fois plus. Et donc ils se disent, je préfère en vendre 5 fois moins, 2 ou 3 fois moins, et gagner 5 fois plus. Parce que c'est un segment luxe, c'est un segment premium. Et les segments, il faut les incarner. Imaginez que les mecs qui font Apple, quand ils font les vidéos, ils ont l'air de Jojo le Clodo. Vous y croyez après à votre iPhone à 1000 €? Non, mais quand Johnny Ive vient avec son accent anglais, très important l'accent anglais, c'est un designer british. We design a revolution. Tu dis, wow, encore une. The importance we put in details. Ah ouais, it needs to be beautiful inside and outside. Ah bon? Mais je vais jamais l'ouvrir. Vous voyez, c'est parce que ça a plus d'impact, cette voix, sur leur prix, qu'aucun benchmark objectif. Et d'ailleurs, by the way, n'allez jamais demander aux gens combien ils vont payer. Les gens ne sont pas cons. Imaginez que vous faites une étude, vous êtes Apple, vous faites l'iPhone, vous allez dans la rue, vous le montrez aux gens. Vous dites, est-ce que tu l'aimes? Ah ouais, c'est génial. Ok, combien tu es prêt à payer? Ah, je sais pas, 50 balles. Parce que les gens, ils vont jamais vous dire ce qu'ils sont prêts à payer, puisqu'ils ne le savent pas eux-mêmes. L'acte d'achat, c'est un acte irrationnel. Quand vous achetez un iPhone 1000 €, vous rentrez chez vous, vous avez cette petite minute de culpabilité quand vous l'ouvrez. Forcément. Et puis après, vous avez ce moment de kiff incroyable de vous dire « j'ai acheté un truc ». Et d'ailleurs, il y a des phénomènes dynamiques là-dedans. Quand les gens payent quelque chose de cher, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Eh bien, ils ont besoin, pour ne pas passer pour des cons, de justifier à tout le monde pourquoi c'était cher. Et c'est pour ça que ça devient des défenseurs incroyables. Non mais tu comprends, attends, c'est de la qualité. C'est du savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les objets de luxe, tout le monde raconte n'importe quoi sur l'artisanat. C'est pour ça que tout le monde croit que les diamants sont rares. C'est pour ça que tout le monde pense que le cuir est cher. C'est pour ça que je sais pas quoi et je sais pas quoi. Parce que toutes ces légendes urbaines qu'on raconte sont propagées par des gens qui ont fait un investissement. Par exemple, quand je faisais de la philo, j'ai découvert ça avec Hegel. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Mais 100% des gens qui ont lu Hegel aiment Hegel. C'est un test absolu. Personne qui a lu Hegel n'aime pas Hegel. C'est pour ça qu'Hegel est une arnaque. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur de lire Hegel qu'une fois que vous l'avez lu et qu'à la dernière page, vous avez compris que c'était circulaire. C'est sa grande théorie. La philosophie de Hegel est circulaire. C'est-à-dire que tout revient au point de départ. Et que vous vous dites, putain, je viens de bien me faire niquer. Et bien vous vous dites, mon seul but dans la vie, c'est d'en niquer d'autres. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous venez de passer 3 ans de votre vie pour comprendre qu'il n'y avait rien à comprendre. Et donc, quand les gens vous en parlent, vous dites, non, mais tu comprends, c'est profond. Derrida, même blague. Il y a plein de philosophes comme ça. C'est des philosophes, 100% des gens qui les ont lus les aiment. C'est très louche. C'est très, très louche.
Si les mecs étaient réels, ça devrait être du 50-50. Par exemple, si vous prenez un type comme Stuart Mill, la moitié des gens qui ont lu Stuart Mill ne peuvent pas le blairer, l'autre moitié l'adore. Pourquoi? Parce que c'est réel. C'est un bouquin que les gens peuvent lire et comprendre. Ouvrez un bouquin de Derrida dans une bibliothèque, qu'on rigole. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? 99% des gens normaux, ils ouvrent Derrida, ils ne le lisent pas. Parce qu'ils voient des onomatopées, là. Ah, voilà. Et puis ils disent, ouais, enfin, ok, livre suivant. Et puis il y a tous ceux qui le lisent parce que soit ils n'ont pas le choix, ils font des études où il faut le lire. Pire, il y a des mecs qui font des thèses. Il y a des mecs qui, 4 ans de thèse plus tard, intérieurement, leur fort intérieur, ils se disent, mais pourquoi? Mais évidemment, ils ne peuvent pas dire aux gens, attends, ça fait 4 ans que je perds mon temps. Non. Et ils justifient. Et ce processus de surinvestissement, c'est un processus, quand vous le maîtrisez, vous êtes capable de faire des choses incroyables aux gens. Notamment, c'est toutes les histoires d'onboarding dans les entreprises. Si vous arrivez à faire un vrai onboarding d'effort à un employé ou à un utilisateur, eh ben, il a fait un tel investissement qu'il ne veut plus sortir du système. Par exemple, tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de l'hôtel où les types y tapent. Pourquoi les logiciels pro de ce type-là sont des logiciels imbitables où vous avez besoin d'apprendre des raccourcis clavier, où vous utilisez vos mains à tout... Pourquoi les mecs font pas des raccourcis clavier proches et ergonomiques, mais des trucs, là, vous êtes là, machin? Parce qu'en fait, c'est un investissement. Une fois que vous avez fait cet investissement, vous ne pouvez plus rien utiliser d'autre. Parce que vous avez passé tellement de temps à maîtriser ce truc, pourquoi vous allez vous faire chier avec un nouveau truc? Alors que si vous faites un truc ergonomique, simple, que les gens comprennent immédiatement, les gens, ils switchent. Je veux dire, dès qu'il y a un truc, il y a une nouvelle feature, machin et tout, ils switchent. Et en fait, ces boîtes ne sont pas des boîtes dirigées par des abrutis. C'est un peu la blague que j'ai avec les entrepreneurs qui me disent « Ouais, je ne comprends pas le Bon Coin, pourquoi ils ne refont pas un design ?» Parce que 100% des gens qui utilisent le Bon Coin ont investi dans les features mal foutues du Bon Coin. Si le Bon Coin a le malheur de faire un design qui vaut le coup, mais il n'y a plus de Bon Coin. Parce qu'en fait, toute leur base d'utilisateurs se sentira trahie de tout le temps qu'ils ont investi à utiliser un truc qui était mal foutu. Le mal foutu peut être une stratégie. Et c'est pour ça qu'en fait, l'argent, le prix, les levées, les valos et tout ce que vous essayez d'objectiver et de rendre objectivable ne le sont pas. Tout ceci sont simplement des rapports émotionnels et personnels à des choses qui sont profondément intimes. L'argent, c'est quelque chose qu'on construit quand on est enfant et qu'on subit toute sa vie. Votre tâche numéro 1 en tant qu'entrepreneur, c'est quelle que soit l'éducation que vous avez reçue vis-à-vis de l'argent, qu'elle soit du côté aisé ou défavorisé, c'est de la casser et de trouver quelque chose de sain qui correspond à votre marché et à ce que vous essayez de faire. Vous n'avez pas d'autre choix et c'est vraiment l'un des rares travaux personnels sur lequel vous ne pouvez pas tricher. Parce que si vous ne réglez pas ce problème, vous plafonnez toute votre vie. Et vous n'imaginez pas, quand les gens règlent ce problème, il se passe des choses magiques. Nous, on le voit tout le temps à The Family. Quand les gens changent profondément leur rapport à l'argent et leur croyance à l'argent, des choses magiques arrivent. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand tu as parlé du pricing, tu n'as pas parlé des concurrents en fait et des prix du marché. Jamais benchmarker les prix du marché. Jamais. Les clients ne benchmarkent pas. Le nombre de choses que tu peux... Regarde, quand tu regardes, je ne sais pas moi, un hôtel, tous les prix pour un hôtel sont les mêmes. Ou tiens, un autre exemple, beaucoup mieux, le vin. Combien il y a de vin cher, pas bon, et combien il y a de vin pas cher, bon? Est-ce que tu crois vraiment que les gens qui sont dans un supermarché, ils ont tout le rayon de vin, comment ils achètent leur bouteille de vin? C'est simple, il y a 5 segments de marché. Il y a les gens qui achètent la bouteille la plus chère parce qu'ils ne veulent pas se faire chier. Et les gens qui achètent la bouteille la moins chère parce qu'ils veulent juste s'enivrer. Il y a les gens qui achètent la plus belle étiquette. Il y a les gens qui achètent juste le vin qu'ils connaissent pour faire genre connaisseur. Et il y a tous les gens qui prennent au hasard. Voilà. Et tu as les 5 segments de marché. Et tu ne peux pas en fait, tu peux pas être sur les 5 segments en même temps. Il faut que tu choisisses ton positionnement. Ouais, mais en B2B. Mais en B2B, c'est pareil. Mais c'est faux. Mais en fait, arrête.
Si tu redis encore une fois en B2B, je descends et je t'éclate. Aucun acheteur en entreprise... Ok, si ce que tu disais était vrai, Slack ne coûterait pas 4 fois plus cher par utilisateur que HipChat. Pourquoi Slack coûte 4 fois plus cher par utilisateur que HipChat? C'est exactement la même chose, HipChat et Slack. C'était exactement la même chose au lancement. Pourquoi Slack est 4 fois plus cher par utilisateur? Il a écrit un mémo là-dessus qui s'appelle We don't sell saddle here, quelque chose comme ça. Lis ce mémo. Slack launch mémo. Et tu verras, il explique ce truc. Il dit, nous, on a une politique de prix qui est élevée, on ne cherche pas, on n'est pas... Et les phénomènes... Après, tu as des phénomènes disruptifs de prix. Par exemple, Netscape est un navigateur payant et Internet Explorer est un navigateur gratuit. Là, tu as un problème de concurrence. Mais tu n'as pas un problème de concurrence parce que les gens vont comparer. Non. Tu as un problème de concurrence parce que l'adoption d'Internet Explorer sera plus rapide que l'adoption de Netscape. Et le K-factor de l'un va être plus élevé que le K-factor de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les jours, Netscape va enregistrer 2 nouveaux clients et tous les jours, Internet Explorer va enregistrer 20 nouveaux clients. C'est pas que les gens ont comparé les deux. Non, c'est que d'un côté, les gens ne connaissaient pas l'existence de Netscape et de l'autre, les gens ne connaissaient pas l'existence d'Internet Explorer. Mais le web, le graphe de tous les gens qui installent Internet Explorer est beaucoup plus rapide que celui de Netscape parce qu'il est payant. Et là, tu as un problème. Mais ce n'est pas un problème de pricing, c'est un problème de modèle. Quand tu es disrupté par quelqu'un, si demain quelqu'un lance un Slack gratuit qui marche aussi bien que Slack et qui n'y a pas ce phénomène psychologique du genre comment ils vont gagner leur argent. Parce que pourquoi Slack ne peut pas être gratuit? Parce qu'une entreprise, moi, tu me dis Slack est gratos, jamais je l'utilise. Parce que je me dis, mais comment ils vont gagner leur vie? Par contre, Microsoft, quand elle te dit Internet Explorer est gratuit parce qu'on gagne une tonne d'argent sur le reste, et Internet Explorer, c'est un petit truc, bah là, ça me va. J'avais vécu ce truc dans la recherche géophysique. Une fois, j'ai fait une mission pour CGG Veritas, et je leur avais dit, mais je ne comprends pas, les gars, vous êtes les seuls à vendre un truc que toutes les compagnies pétrolières offrent. Comment vous espérez vraiment à long terme justifier que vous allez survivre? C'est bizarre comme truc. Et ils disent oui, mais nous on vend une meilleure qualité, une meilleure techno. Mais c'est gratuit. Ou c'est la discussion de VoIP IP vs ligne téléphone. Ouais, mais le VoIP IP ça coupe. Ouais, c'est gratuit. Ouais, mais le VoIP IP c'est moins bien. Ouais, mais c'est gratuit. Ouais, mais le VoIP IP ça marche pas partout. Ouais, mais c'est gratuit. Ouais, il faut avoir un ordinateur. Ouais, mais c'est gratuit. Et en fait, tu ne peux pas gagner face à l'argument. Si je te dis le VoIP IP, c'est 20% moins cher que une bonne ligne de qualité. Tu dis, ouais, alors bon, ça coupe tout le temps. Ah ouais, t'as raison, je vais payer 20% de plus. Tu vois la différence? Donc en fait, ces histoires de prix, de comparaison, de marché, etc. Et d'ailleurs, si tu es dans un marché où les gens te commoditifient et prennent le moins cher, c'est que tu as un problème de valeur en fait. Ça veut dire que ta valeur perçue, elle est zéro. C'est par exemple, c'était le problème que Dropbox avait. Tu vois, Dropbox, c'était de moins en moins cher. Puis un jour, ils ont dit, on en a marre, on arrête les conneries, on ne va pas compete avec la planète entière parce que le stockage, c'est de moins en moins cher. C'est une course vers le zéro. Et ben, on va créer de la valeur ajoutée, on va créer Dropbox Enterprise, on va créer des features, on va des trucs et on va facturer cher pour du stockage qui est gratuit. Et boum, 1 milliard de revenus. Tu vois, mais il faut faire des switches de « Ok, on arrête. Si tu n'aimes pas une conversation, change de sujet. » Ça, c'est une erreur très courante des entrepreneurs. Ils subissent les conversations qu'on leur donne. Ton client veut te parler de ton concurrent, mais il parle d'autre chose. Force-le à parler d'autre chose. Si tu en es réduit à devoir parler de ton prix, de te justifier au centime près, machin, je sais pas quoi, blablabla, laisse tomber. C'est foutu. T'as perdu. Vaut mieux plier la boîte tout de suite que dans 3 ans. Parce que des fois, ça arrive. Des fois, c'est le phénomène de commoditification où les gens considèrent que tu es une commodité, c'est fini, c'est mort. Ok, je suis une commodité, laisse tomber. Je veux pas subir la lente descente aux enfers d'être une commodité. C'est le problème des transporteurs logistiques. C'est quoi la différence entre 2 camions? Le prix.
Résultat, quand tu dois choisir un camion, t'as une marque de camion qui te vient en tête? T'as un truc où tu te dis, ah ouais, non, ça c'est les camions machin, ces mecs qui sont trop forts dans le transport. Non. Bah, ils ont tous des noms de cons. Il n'y en a pas un qui a une marque, ils sont tous désagréables, ils n'ont jamais investi en marketing. T'as déjà vu un film dans lequel le héros fait l'amour dans un camion? Mais ils ont un sens du marketing de zéro. Évidemment que c'est ce genre de truc. Pourquoi à chaque fois dans les films, ils fument une clope après l'amour? Vous croyez vraiment que ce genre de truc, c'est dans la tête des réalisateurs? Vous croyez vraiment qu'un jour, les réalisateurs se sont dit « Ouais, on va faire un geste glamour, les mecs vont fumer une clope ?» Mais non, c'est Marlboro qui a été faire chier tous les réalisateurs. Il a dit « Je te paye 10% de ton film si le mec, il fume une clope. » Et ils ont tous commencé à fumer des clopes. Et il y a eu la fameuse scène avec Marlon Brando, qui est rentrée dans l'histoire du cinéma. Et depuis, maintenant, c'est l'inverse. Ils sont à se plaindre qu'ils ne peuvent plus fumer après l'amour dans les films. Pour des raisons de santé publique, en disant c'est la fin de la liberté. Mais ça n'a jamais été une liberté, connard, t'as été corrompu. Enfin, les gens ne comprennent pas, en fait, comment sont construits ce genre de choses. Et ils l'oublient eux-mêmes, en fait. Ils oublient, en fait, qu'il y a des gens qui ont été payés. Regardez ce film qui est extraordinaire, qui s'appelle Thank You for Smoking. Qui a vu ce film? C'est vraiment un super film. Parce que ça t'explique vraiment ce truc. Et dans ton cas, à toi, en B2B, 100% des discussions sur le prix, c'est des discussions quand le type en face de toi ne voit pas ta valeur de marque. Mais la marque, c'est un truc, c'est de l'art. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'il faut des artistes dans les boîtes. Regarde tout ce qu'il y a autour de... Regarde quand tu rentres ici. Est-ce que quand tu rentres ici, tu n'as pas tout de suite le sentiment que c'est un endroit un peu spécial? Pourtant, les chaises, tout vient d'Emmaüs, etc. Mais parce que ça ne ressemble pas à un putain d'incubateur Ikea. En fait, ta chaise Emmaüs sur laquelle tu es assis, qui a coûté 20 centimes, elle envoie un message de gitan beaucoup plus fort que n'importe quel meuble Ikea. Parce que quel est le message que, quand vous allez dans 100% des fonds d'investissement, des VC, quel est le message que vous avez quand vous rentrez? Ici, tout est propre. Il n'y a rien qui dépasse. Quel est le message quand vous rentrez ici? On est gitan et fier de l'être. Alors forcément, les mecs qui sont gitans, qui ne l'assument pas, d'un seul coup, ils se disent « Ah putain, enfin chez moi, je vais me faire un café. » Question. Tout à l'heure, tu as dit que notre culture, elle a influencé énormément notre rapport à l'argent. Et du coup, quand on est libanais, c'est quoi l'avantage et c'est quoi l'inconvénient? Bah, l'avantage, c'est qu'on sait en gagner, mais on ne sait pas le garder. C'est le drame de 100% des Libanais. Ils sont très très forts à gagner de l'argent, ils sont incapables de le garder. Tu te reconnais? je vois tes yeux qui brillent. Okay. Et c'est comme ça. Mais moi, je te raconte des histoires. Ma mère, mais en fait, tu vis dans un pays de fous. Tu vois, moi, j'ai une mère. Notre maison, elle a été détruite 4 fois. Ma mère a reconstruit la maison 4 fois. La maison de ma famille est à la frontière israélienne. Chaque fois qu'Israël est rentré, la maison est tombée. Construit une première fois, deuxième fois, troisième fois. La 4e fois, c'est moi qui ai payé la maison. Donc, j'ai voulu faire plaisir à ma mère. C'était pour ses 65 ans. Je lui ai payé l'argent pour construire la maison. Tu arrives dans la maison, tu es quand même avec ta mère, tu vois. Tu es assis comme ça sur la terrasse et ta mère, elle te dit « Ouais, allez, merci mon chéri, mashallah, machin, je sais pas quoi. » Tu vois la terrasse là, je regrette parce que j'ai fait une terrasse de granit. Il y a la voisine, elle a fait une terrasse de marbre. Son fils, qui est aux States, lui a payé une terrasse en marbre. Moi, j'avais que l'argent pour le granit. Mais elle te dit ça, mais genre, mais c'est un truc. Et tu vois, moi, ça me rend ouf, quoi. C'est quoi ton problème avec la terrasse, en fait? Granit, marbre, on s'en fout, elle est très bien, ta terrasse, tu vois. Et en fait, elle te dit ça. Alors toi, tu fais semblant de... Ah ouais, bah, c'est bien. Ah, il a bien réussi, son fils, tu vois. Et pendant 3 semaines, t'entends parler de ça. Tu fais quoi la 3e semaine? Mais t'achètes une putain de terrasse en marbre, en fait. Et la terrasse en marbre, elle vient, tu prends en photo et tu l'envoies à tout le monde. T'as vu la terrasse de ma mère? Parce qu'en fait, c'est la terrasse qui m'a rendu le plus malade de ma vie, en fait. Et en fait, l'argent que j'ai mis dans cette putain de terrasse, si je l'avais mis en bitcoin, d'accord? Eh ben, je serais pas là à faire cette conférence aujourd'hui. Non, je rigole.
Donc tu vois, c'est le problème en fait quand tu es libanais. Tu sais gagner de l'argent, mais tu sais pas le garder. Mais c'est comme ça, tu fais avec. Puis tu sais, par exemple, moi j'ai fait un truc dans ma vie perso. J'ai un ami qui gère mes finances perso et qui me donne une rente. Tu sais, il y a un moment, j'ai arrêté en fait. Je lui donne tout mon argent et puis lui, il me dit tiens, voilà ton argent de poche. Puis je dépense. Et puis quand le découvert est vraiment important, que le banquier hurle les machins, il libère un peu d'argent pour payer une partie du découvert. Pas tout le découvert parce qu'il faudrait pas que le banquier arrête d'hurler, quoi. Mais tu vois, tu peux toujours trouver des solutions à tes problèmes. Tu as deux choix. Soit tu dis ouais, je vais changer, je vais devenir alsacien. Soit tu dis en fait c'est mort, ça va jamais arriver. Tu prends un Alsacien, c'est ton pote, tu lui fais confiance. Tu dis écoute, vas-y, moi je me fais pas confiance. C'est Ulysse qui veut écouter les sirènes. Il s'attache sur le bateau. Même s'il veut sauter dans l'eau, il peut pas. Il est attaché. Et ben il faut apprendre à gérer ses faiblesses de volonté. Et pour ça, il faut vraiment bien se connaître. Tu vois, je pourrais avoir un problème d'ego, me dire putain, je m'appelle Oussama, je dirige de famille, je sais pas gérer mon argent perso. Bah non, je sais pas gérer mon argent perso. C'est comme ça. J'ai eu une sale éducation. Ma mère, elle a tout raté là-dessus. Je te parle pas de mes oncles, de mes frères, de mes machins. Mais c'est de la folie. Tu vas en boîte à Beyrouth, mais tu deviens fou. T'as les mecs qui font des concours de taille de bouteilles dans les tables. Et je suis sûr qu'en fait, les boîtes, elles ont compris, elles offrent la première bouteille. Juste pour démarrer le cycle, quoi. Un jour, j'étais avec un type, il a mis 100 000 € dans une bouteille. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie, en fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là pour que tu prennes cette décision? Eh ben, tu sais ce qu'il m'a dit? Rencontre ma mère. Évidemment, mais je vois très bien le truc, en fait. Je vois très bien le truc. Donc il faut se gérer, en fait. C'est comme quand je vais à Vegas, tu vois. J'ai interdiction d'avoir une carte bleue quand je vais à Vegas. Moi, tu me mets à Vegas, c'est Dark Oussama, quoi. Enfin, Attends, là, je vais me refaire. Attends, je te jure, le 25 qui sort à la roulette, file-moi 10 000 balles. Tu vas pas mettre 10 000 balles sur un numéro, mais si, tu gagnes 38 fois la mise. Ça fait 380 000. T'imagines le week-end? Un jour, j'étais à Vegas, j'ai gagné 120 000 €. 120 000 € sur un numéro. Et ben, j'ai tout dépensé dans le week-end, j'ai tout perdu. Qui fait ça? Faut être timbré. Mais c'est cool parce que ça fait partie du jeu. Je sais que je suis timbré. Je suis avec des gens qui sont timbrés, on a bien profité. On a acheté des robes d'une suite, on a pris une villa, on a plongé dans la piscine, on a offert une tournée dans la boîte. Enfin, c'est cool. Mais parce que je savais très bien que de toute façon, je repartirai jamais avec l'argent. C'est pas possible. C'est construit pour te rendre fou, cet endroit. Et alors en plus, quand tu as des prédispositions culturelles, alors là... tu ne sors jamais. Et donc la règle, quand je vais avec mes potes à Vegas, je laisse mes cartes bleues, je prends 2 000 € en liquide et j'ai pas le droit à 1 € de plus. Bon, bah tu montes à 120 000, tu kiffes, quoi. Tu montes pas, tu kiffes pas. Un jour, j'ai tout perdu au bout d'une demi-heure, ça a été mon pire séjour à Vegas, quoi. J'étais là, je disais au mec, t'as pas 100 balles à me prêter? Allez. Non. Parce que je prends aussi l'Alsacien avec moi, comme ça. Et lui, il s'en est toujours parmi des 120 000, hein. Il m'a quand même sorti qu'on aurait pu faire l'apport d'un appart. Et je lui dis oui, mais l'appart, ça se saisit, alors que les souvenirs, aucun huissier peut te les prendre. Une vraie règle de vie. Question. Du coup, quand tu n'as pas la dopamine liée à l'argent, est-ce que c'est le même mécanisme un peu que tu viens de décrire, à savoir peut-être s'entourer de personnes qui ont la dopamine liée à l'argent? Ouais. Ou Ouais, alors ça c'est plus compliqué parce que si tu n'arrives pas à comprendre que l'argent c'est la seule valeur objectivable de ton succès et que tu veux pas admettre cette idée, je pense que de toute façon en tant qu'entrepreneur, tu passeras jamais le plafond. Ça, je pense qu'à l'inverse, c'est un truc sur lequel il faut changer. Tu es obligé à un moment donné, si tu veux être entrepreneur, de rentrer dans le jeu de l'argent. Parce que si tu rentres pas dans le jeu de l'argent, t'es pas dans le jeu. Parce que c'est la règle fondamentale du jeu entrepreneurial. On est dans un système capitaliste où les gens te confient de l'argent avec un contrat que tu es censé leur rendre. Et c'est pour ça que j'ai tellement de mal avec les entrepreneurs sociaux, tu vois, qui prennent des subventions, qui prennent des investissements, parce qu'ils seront là, oui, nous on fait plus que l'argent, mais oui, mais comment on le mesure, ce que tu fais plus que l'argent? Et c'est pour ça que je pense que ce genre de boîte attire naturellement les psychopathes. C'est un truc qu'on voit dans les non-profit. Énormément de psychopathes sont dans les non-profit. Parce que ce qui se passe,
c'est que quand l'intention est bonne, plus personne ne regarde le résultat. Si quelqu'un vient et vous dit « je vais sauver les enfants en Afrique », et ben d'un seul coup, tout le monde s'arrête et se dit « putain, ce mec, il est incroyable, il va sauver les enfants en Afrique ». Et 15 ans après, tu découvres en fait qu'il les viole. Non mais c'est des histoires comme ça, il y en a des centaines. Pourquoi il y a autant d'histoires comme ça? C'est parce que l'intention et l'histoire de l'intention annihilent notre capacité à juger le résultat. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les non-profits et qu'il faut faire très attention avec les gens qui se considèrent comme entrepreneurs sociaux. Parce que dans le système dans lequel on est, l'argent, c'est pas parfait, mais c'est la seule histoire universelle, neutre, que tout le monde comprend et qui permet d'objectiver les résultats de tout le monde. Tu peux classer 100% des entreprises dans le monde par rapport au chiffre d'affaires qu'elles font. Et ça, c'est une grande force. Alors évidemment, il y a des gens, ils font du chiffre d'affaires parce qu'ils polluent la planète. Donc, tu as une responsabilité politique très différente qui est de dire qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Par exemple, moi, je n'ai jamais compris que le plastique soit légal. Imagine, un jour, le gouvernement dit le plastique est illégal. Qu'est-ce qui se passera? Mais le lendemain, il y a une solution alternative. De croire qu'une solution alternative va venir parce que les gens vont prendre conscience qu'en fait, une bouteille en plastique, ça pollue le 6e continent, blablabla, mais vas-y. Mais bien sûr. Mais jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, tu dis plastique est illégal, bam, le système capitaliste prend le relais. C'est-à-dire que tous les gens qui gagnent de l'argent dans le plastique, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent ailleurs. Et comme par hasard, ils vont inventer un truc mieux, biodégradable. Ils diront, tiens, c'est bizarre qu'on n'ait jamais pensé avant. Et parce que la contrainte crée l'innovation. Et c'est là où nos hommes politiques ne prennent pas leurs responsabilités. Ils préfèrent faire croire aux entreprises qu'elles ont une responsabilité sociale, en disant aux entreprises, vous avez une responsabilité sociale, ce qui est scandaleux, parce qu'une entreprise, sa seule responsabilité sociale, c'est de gagner de l'argent et de payer les gens qui travaillent pour elle. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de quoi payer. Sinon, que ce soit en investissement, en subvention ou en je ne sais pas quoi, en crédit, c'est vivre à crédit, en fait, de ne pas gagner d'argent. Pas gagner d'argent, ça ne devrait jamais être célébré comme un succès, en fait. Allez, une dernière question. Ouais. Enfin, une dernière question, je ne sais pas pourquoi je dis une dernière question. Je culpabilise un peu parce que je commence à faire payer mon service, sauf que la valeur délivrée n'est pas du tout à la hauteur de la valeur espérée. Ouais, espérée. Pourquoi elle est moins bien? Pourquoi elle est moins bien? En gros, c'est une marketplace. Donc je sais ce que tu fais. Ouais, les partenaires payent. Et en fait, quand ils payent, du coup, ils s'attendent à avoir un minimum de clients. Sauf qu'ils n'ont pas tous ce minimum de clients. Je me dis que c'est un peu une arnaque. Il y a un problème si tu dis que c'est une arnaque. Soit ça l'est vraiment et arrête. Non, alors pourquoi tu dis que c'est une arnaque si ça ne l'est pas? Qui on peut décevoir si ce n'est pas les gens qui nous aiment? C'est toujours ce truc en fait. On ne déçoit pas les gens qui ne nous connaissent pas ou qui nous ignorent. Évidemment que si tu as des clients et que tu n'es pas à la hauteur, tu vas les décevoir. Parce qu'ils t'aimaient, ils espéraient quelque chose. Maintenant, il faut avoir le courage de continuer et d'avancer. Tu n'as pas d'autre choix. Je veux dire, et tu voudrais quoi en plus? Le plaisir que ce soit gratuit et facile? Non. Ça fait mal, c'est dur. Quand tu fais quelque chose, tu prends le risque de décevoir. Et c'est parce que tu en déçois que tu prends l'opportunité de faire de mieux en mieux. C'est un cycle, c'est naturel. Et est-ce que ça devrait te mettre dans un autre état que l'état dans lequel ça te met? Non, bien sûr que non. On a un avocat qui s'appelle Serge Vatine qui m'a raconté l'histoire de son père, qui était pénaliste, qui, avant chaque procès pénal aux assises, vomissait le matin. Il vomissait. Il se levait le matin, il vomissait. Et un jour, il a dit à son père, mais putain, tu veux pas faire autre chose? Tu veux pas essayer de régler ce problème? Et il lui a dit, le jour où j'arrête de vomir, j'arrête ce putain de métier. C'est pareil. Évidemment que si tu es avocat pénaliste aux assises, tu as la vie d'un mec entre les mains. Si ça te fait rien, que tu es, ouais, tranquille, je vais aux assises, ah, il s'est pris 30 ans de tôle. Mais ok, c'est horrible. Mais le fait que tu vomisses, que tu le portes dans tes tripes, ça te rappelle que tu n'as pas d'autre choix que de foirer. Parce que quand tu es avocat pénaliste aux assises, tu foires. C'est comme ça. C'est ton métier de foirer. C'est pas grave. Tu remontes, tu recommences. Et les vrais héros ne sont pas les gens qui sont passés de l'autre côté. Le vrai acte héroïque, c'est de nager. C'est quand tu es au milieu de l'eau sur ton radeau et que tu lâches pas. C'est ça le vrai acte héroïque. Une fois que tu es passé de l'autre côté, tu n'es plus un héros, ça y est, tu es fini, tu es une figure. D'ailleurs, c'est le drame de 100%. Un jour,
Un jour, j'écrirai un livre sur les entrepreneurs qui ont réussi. Ce sera un livre très drôle. Ça s'appellera « Doute et sombritude de la gloire ». C'est un truc, les gens n'imaginent pas, mais personne n'a d'empathie pour ces gens-là. Une fois que tu as réussi, tu perds le droit à ce que qui que ce soit te considère d'un point de vue empathique. Vous croyez vraiment qu'un milliardaire qui vient vous expliquer à quel point sa vie est triste, ça fait pleurer qui que ce soit? Il y a un milliardaire dans l'histoire de l'humanité qui a osé le faire. Un seul. C'est le fondateur de Minecraft, qui a publié 10 tweets expliquant son désespoir et son spleen. Regardez les millions de messages d'insultes. Les millions de messages d'insultes qu'il a reçus. Le mec, il est en dépression, il est dans sa maison de 4000 mètres carrés. Il se dit, tiens, je vais partager avec le monde à quel point ça va pas. Et pendant une semaine, il se fait insulter du matin au soir par des millions de gens. Et tous les gens qui ont vu ces tweets et qui ont compris ce qu'il voulait dire, ils ont fermé leur gueule. Tu crois vraiment que Bill Gates lui a dit « Je comprends ce qui t'arrive, mon pote, t'inquiète, courage, on passe ». Non, c'est « Ferme ta gueule ». Moi, non, moi, je ne veux pas me faire insulter, donc je vais aller à mon club des milliardaires anonymes et je vais essayer de survivre, quoi. Mais c'est tout, quoi. Et en fait, l'échelle à laquelle tu le vis, c'est la même chose que si tu étais milliardaire, en fait. C'est que tu vis quelque chose pour laquelle personne ne peut avoir d'empathie. Personne. Personne peut te dire putain, t'as pas de bol, mon vieux. Donc tu la fermes et tu continues, en fait. Et tu te plains pas. Allez, question? Il n'y a plus de micro, d'accord. Je voulais revenir juste sur l'investissement. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, les clients du Bon Coin qui sont investis pour utiliser le site. J'ai vu une vidéo récemment sur comment faire tomber amoureux un mec ou une fille. Et... Non, pas ça, en disant que il fallait que l'autre s'investisse plus que toi, parce que du coup, il avait plus à perdre, et du coup, il tombait amoureux. Mais par contre, c'est un contre-intuitif parce que on nous apprend l'onboarding, qu'on disait un onboarding compliqué ou un produit compliqué, et on nous apprend l'inverse, on nous apprend un onboarding hyper simple, un produit qui soit intuitif, qui soit facile à utiliser. C'est ça qui fait rester les clients, donc c'est le côté contre-intuitif. Oui, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est du talent. L'entrepreneuriat, c'est divisé en deux catégories. Il y a tous les gens qui l'ont jamais fait et qui essaient de t'expliquer comment le faire. Non mais c'est vrai. Je veux dire, vous pourriez tous vous dire, il est où ton milliard, quoi. Donc, j'ai pas de problème avec ça, je suis à l'aise. Et il y a tous les gens qui font des choses que personne n'a jamais fait avant. Je pense que je fais partie des rares qui ont vraiment beaucoup de respect pour ces singularités-là. Et si j'ai appris quelque chose en 5 ans, c'est que ce qui est vrai dans 80% des cas, les 20% où ça ne l'est pas, c'est là où tu crées le plus de valeur. Maintenant, il y a la différence entre ce que tu peux faire et ce que tu peux enseigner. La seule chose que tu peux enseigner à quelqu'un, c'est d'avoir un onboarding simple. Parce que 80% des produits doivent avoir un onboarding simple, parce que 80% des produits, le jeu ne se passe pas là. Mais il y aura toujours 20% qui seront faits par des gens qui font les choses différemment et qui ont raison. Et tout dans la vie est comme ça. Tout dans la vie, c'est toujours vrai jusqu'au jour où quelqu'un te montre quelque chose d'autre. Et la question, c'est est-ce que tu es du côté de la singularité ou est-ce que tu es du côté de la norme? Et je pense qu'il faut être extrême. Si tu es singulier, tu vois, moi, quand je vois des gens qui sont singuliers à The Family, mon seul métier, c'est de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur singularité. C'est de leur dire, vas-y, pousse le truc à bout, vas-y, sois encore plus dingue, plus fou. Et ça les rassure, ils se disent, putain, ouais, il doit savoir ce qu'il fait, quoi. Pas vraiment. Et si je vois qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, je vends de la norme, je vends du standard. Parce que le standard, ça marche. Tu n'es pas le genre de mec qui a la moindre opinion là-dessus, arrête de te poser des questions, fais ça. ABC. Le bon onboarding salarié, c'est ça. Le bon machin, c'est ça. Le bon truc, machin, ça. Et en fait, c'est cette tension entre les deux. Tu ne peux pas innover sur 100% de ta boîte,
Tu ne peux pas être singulier sur 100% de ta boîte. Le Bon Coin a peut-être innové sur le user interface, mais à la fin de la journée, ils n'ont pas innové sur le back-end. Parce que si tu innoves sur le back-end, sur le front-end, sur la finance, sur les HR, si tu commences à vouloir que tout dans ta boîte soit unique, mais putain, mais comment tu fais en fait? Et tu ne pourras pas. Et c'est pour ça qu'il faut, cette tension, elle est hyper importante. Et encore une fois, on retombe au problème qui est connais-toi toi-même. Parce que les entrepreneurs ne réfléchissent pas assez à qui ils sont et ils n'osent pas admettre qui ils sont fondamentalement. Résultat, ils font des grosses erreurs de jugement. L'hubris est l'ennemi de l'entrepreneur. Dès que vous commencez à vouloir faire quelque chose parce que les autres l'ont fait, vous êtes foutu. Et c'est tentant. C'est très tentant. Je lève des fonds parce que machin a levé des fonds. Bam, dans la gueule. Je fais de trucs parce que bam, dans la gueule. En fait, il faut savoir profondément qui tu es et savoir qu'est-ce que tu standardises et qu'est-ce que tu singularises. Mais il n'y a rien entre les deux. Tu peux pas faire de moyenne, tu peux pas faire de raisonnable. Tu dois être hyper extrême sur ces deux choses-là. Et donc, évidemment, qu'un bon onboarding, c'est un bon onboarding simple, intuitif et clair. En attendant, celui d'Oracle ou Microsoft ne l'est pas, et c'est pour ça que c'est des succès. Et c'est ce paradoxe qui fait l'entrepreneuriat. Tu vois, et d'ailleurs, on ne valorise pas, on n'a pas assez d'entraînement éducatif au paradoxe. Je pense que le meilleur entraînement éducatif au paradoxe, c'est la physique quantique, mais c'est un peu violent. Mais même quand on lit des livres de vulgarisation de physique quantique, on comprend bien qu'il y a des concepts dans la nature qui nous dépassent. Un truc tourne en deux sens en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de fermer les yeux et imaginer un truc qui tourne dans deux sens à la fois. Vous ne pourrez pas. Pourtant, mathématiquement, c'est vrai. Ben, ça, c'est un paradoxe. C'est quelque chose qui est au-delà de ta raison. Et l'entrepreneuriat, c'est au-delà de la raison. C'est toujours paradoxal. C'est vrai, c'est A est vrai, non A est vrai. C'est ce qu'on appelle en logique formelle des logiques tétravalentes. C'est-à-dire qu'à une cause donnée, tu as des conséquences données, et à ces mêmes conséquences, tu n'as pas les mêmes causes. Donc une même cause peut donner des conséquences différentes, et une même conséquence peut avoir des causes différentes. Et le chemin entre tout ce cercle n'est pas du tout linéaire. Cause peut donner conséquence qui vient d'une autre cause, et une autre cause peut donner une conséquence qui vient d'une autre conséquence. Donc, et ces logiques tétravalentes, on ne fait pas d'exercice vraiment pour les comprendre. Or, quand on est entrepreneur, on a besoin de les appréhender, on a besoin de les incarner, on a besoin de les comprendre, quoi. Question? Ouais. Un peu d'empathie. Oui, il a raison. Valentin a dit ton produit doit être à distribution. Et il a eu une épiphanie. T'es d'accord? Non, il a changé d'avis depuis hier. Non, mais bien sûr, les meilleures stratégies de distrib sont le produit. Et les meilleurs produits sont des distribs. Un produit qui ne se distribue pas, c'est un produit qui n'existe pas. Et un produit qui n'existe pas, c'est un produit qui ne se distribue pas. Donc, tu vois, c'est circulaire. Encore une fois, arrêtez de croire qu'il y a des miracles. Comment tu fais le meilleur riz du monde? En faisant du riz tous les jours pendant 10 ans. Comment tu fais le meilleur produit du monde en essayant de faire du produit tous les jours en te demandant est-ce que les clients l'utilisent ou pas? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Il y a quelques principes. Ton produit, c'est ta distrib. Une fois qu'on t'a dit ça, eh ben, ça, c'est une compréhension intellectuelle. Pour que ce soit une compréhension là, maintenant, il faut le faire. Et il n'y a pas de bons trucs, de mauvais trucs, de machin. Il y a juste le faire. Et pourquoi il y a des gens qui sont très bons en produit? Parce qu'ils ont fait des années de produits, donc ils voient un truc et disent ça marche pas, mais c'est quasi instinctif. Et cet instinct ne peut venir que de la répétition, de laisser. L'entrepreneuriat, c'est un artisanat. On ne valorise pas assez. Comment tu deviens un grand ébéniste? Comment tu deviens un grand menuisier? Comment tu deviens un grand architecte? Je crois vraiment que tu fais des années d'études. Je crois que pour être ébéniste, c'est 6 mois d'études. Mais c'est 30 ans de pratique. Et ce qui fait la différence entre un ébéniste qui a 30 ans de pratique et un ébéniste qui démarre, c'est qu'il voit le bois, il va te dire... moi, quand j'étais gosse, j'allais beaucoup dans les ébénisteries à Tours, et les mecs, ils disent « Ah, tu vois, ce bois-là, il est flottant, ou il est parlant, ou il est vexé. » Tu regardes le truc, tu dis « C'est une planche, mec. » Et en fait, quand tu travailles le bois, bah non, tu le sens, parce que les mecs développent des instincts, ils mettent leurs mains, ils sentent l'odeur, la couleur,
la température, etc. Et il développe des savoirs qui sont inexplicables. Les choses les plus intéressantes à savoir sont les choses qui ne s'enseignent pas. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, tout ce que vous apprenez à coup d'état, c'est le haut de l'iceberg, c'est le moins intéressant de votre aventure. Tout ce qui va être intéressant dans votre aventure, c'est tout ce que je ne peux pas vous raconter. C'est tout ce que je ne peux pas expliciter. Et c'est pour ça qu'il faut remettre le faire au cœur. D'ailleurs, il y a un poème qui résume super bien l'entrepreneuriat. C'est le poème de Boileau qui nous vaut cette fameuse phrase « Ce qu'on soit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Et en fait, la suite de ce poème, dont je ne me souviens plus, j'aurais dû l'apprendre, j'aurais pu me la péter. Tout ce poème est une leçon d'entrepreneuriat. Regardez, écoutez ce poème parce que tout est dedans. « Avons donc que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Toutes les leçons de Lean Startup sont dans ce poème. Donc, avant donc que d'écrire, apprenez à penser. En clair, arrêtez de faire des business plans. Arrêtez de faire de la projection. Parlez au client, comprenez intimement ce qu'il a besoin et comprenez intimement ce que vous êtes en train de faire. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Si c'est clair pour vous, ce sera clair pour les autres. Votre value proposition, elle est obscure parce qu'elle est obscure pour vous. Si votre value proposition, elle est claire pour vous, elle sera claire pour les autres. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça ne sert à rien de faire du marketing tant qu'on n'a pas de value propre. Pourquoi ? Parce que si vous avez une value proposition super fort, vous pouvez travailler avec des gens qui font du marketing. Mais si vous n'avez pas de product fit et que vous n'avez pas une value proposition qui est forte, bah ça ne sert à rien. Hâtez-vous lentement. J'adore ce truc. Hâtez-vous lentement. Il faut aller vite, mais il faut comprendre que ça prend du temps. Il faut essayer d'accélérer, mais il faut comprendre que ça prend des années. Un projet entrepreneurial, c'est 10 ans, 15 ans. Pour faire quelque chose d'intéressant, il faut 10 ou 15 ans. Ce qui veut dire que dans votre vie, vous avez 1, 2, 3 projets max d'intéressants que vous pourrez faire. C'est beaucoup plus important le projet que vous choisissez que le compagnon avec qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup plus de compagnons dans votre vie que de projets intéressants. Un compagnon, on peut en faire le tour en beaucoup plus rapidement qu'un projet. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Recommencez. Page blanche. Prenez l'effet page blanche. L'effet page blanche de l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Vous pouvez toujours faire les choses mieux. Quand les gens me disent « j'ai mon product market fit, j'arrête de faire du produit », j'ai envie de me taper la tête contre le mur. On n'arrête jamais de faire du produit. On n'arrête jamais de parler aux clients. On n'arrête jamais de faire de la vente. On n'arrête jamais de tester. On n'arrête jamais de faire des nouvelles features. C'est un cycle, c'est comme la vie. On n'arrête jamais de respirer. Vous connaissez vraiment quelqu'un qui se dit « tiens, j'ai appris à respirer, maintenant je peux passer à manger ». Mais bon, c'est respiration ou manger, ça pose 4 heures de problème par jour. Ajoutez quelquefois, et souvent effacer. Souvent, la valeur n'est pas dans ce qu'on fait, c'est dans tout ce qu'on décide de ne pas faire. Vous voyez, tout était là. Poème du 1636, les gars. Nicolas Boileau, entrepreneur devant le roi. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.